Salut à tous, c'est Motard Geek pour les imprimantes 3D.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'imprimante 3D Tycoon de chez Kiwoo 3D. Donc la Tycoon, c'est encore une machine qui a été financée sur Kickstarter avec succès. On vous en a parlé sur le blog et du coup, le constructeur nous en a envoyé un exemplaire. Donc ce sera peut-être pas forcément la même version exactement que les versions de production qui seront normalement envoyées début janvier. Donc là, je crois qu'il reste une dizaine de jours sur la campagne pour pouvoir l'acheter à prix préférentiel, qui se situe aux alentours de mémoire de 230 € pour la machine livrée avec 200 grammes de PLA n'importe où dans le monde. Alors attention parce que nous, je ne sais pas si c'est le fait qu'il l'ait envoyé par TNT, je ne sais pas comment sont faits les envois via Kickstarter, mais on a eu une belle facture de quasiment 100 € de frais de douane, donc ça change tout de suite la donne en termes de budget. Donc la Tycoon, pour faire bref, l'emballage, comme d'habitude, je vous ai déjà mis tous les détails du test sur le forum, dans un article, dans un topic, dans une discussion dédiée. Cette vidéo, elle va être un petit peu un résumé de tout ça. Et en complément, je vous ferai également un résumé, un condensé du topic sur le forum, mais via un test sur le blog avec une note. Donc l'imprimante, elle a été livrée dans un carton des plus classiques, le tout bien protégé dans de la mousse sur 2 étages, avec les 2 pièces principales à assembler. Parce que vous allez le voir, c'était vraiment un montage qui était très simple, comme annoncé d'ailleurs dans la campagne Kickstarter. À côté de ça, on retrouve tout ce qu'il faut en termes d'outils pour installer l'imprimante, quelques petits accessoires comme le support de bobine et également un peu de spare, notamment une buse, un tube PTFE et aussi on a une aiguille de débouchage et plein d'autres choses que je vous ai déjà présentées sur le forum et que vous retrouverez également sur le blog. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais rapidement aborder le montage. Donc le montage, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est installer la partie basse du châssis dans la partie haute. La partie haute, petite particularité, c'est ce qui me plaisait beaucoup sur cette imprimante-là, c'est que le portique est fait ici en 2 parties. Je vous remettrai des photos et ce qui fait que l'ensemble est, franchement pour moi, c'est la machine la plus rigide que j'ai jamais eu entre les mains. Ça bouge vraiment pas. Voilà, là c'est toute ma table qui bouge. Donc voilà, pour le montage, on installe ça. Il y a 4 vis par le dessous à fixer. C'est pas compliqué, on peut très facilement maintenir le tout. Les 4 vis. Et voilà, la grosse partie de l'imprimante est installée. Ça prend quelques minutes grand maximum. Ensuite, on a 3 prises à brancher. L'alimentation du lit chauffant. Lit chauffant qui est bien isolé, pareil, vous pouvez voir ça sur les photos sur le forum et sur le blog. La thermistance qui permet de mesurer la température du lit chauffant et le end stop du lit chauffant qu'on retrouve juste là et également le moteur. Ça fait une prise supplémentaire. Donc voilà, rien de bien compliqué. De toute façon, les prises, normalement, il y a des trompeurs, on ne peut pas se louper. Elles vont chacune dans un endroit et voilà, il n'y a pas de risque de se tromper. La dock là-dessus est plutôt bien fichue, donc c'est un bon point, même s'il n'y aura pas que des bons points concernant la dock. Ensuite, je ne sais pas pourquoi c'était pas installé dans le carton et c'est bien documenté, il faut mettre les 2 pieds qui manquent, il n'y a que 2 pieds d'installer, des pieds réglables qui permettent en fonction du support de bien rendre l'imprimante 3D stable, donc ça c'est pratique. Ça me manque typiquement sur la X1, j'ai imprimé un petit pied, un petit socle parce que j'avais un pied qui était trop haut et du coup l'imprimante était un peu branlante. Donc là vraiment, celle-ci, elle ne bouge pas. Ensuite, on a le lit. Alors le lit, je vais peut-être quand même vous le montrer. Je vais enlever les quelques prints que je vous présenterai par la suite. Hop, donc le lit, il est maintenu par 2 petites pinces des plus classiques. Hop, il n'y en a que 2. J'aurais bien aimé en voir 4 parce que c'est vrai que ça ne tient pas forcément très bien. Le lit, ça ressemble à de l'Ultra Base. Donc, bon point, il est amovible, mais il n'est pas flexible. J'ai pas eu de problème trop de décroche des objets, contrairement à l'Orture Obsidian, la dernière imprimante que j'ai testée avant celle-ci, sur laquelle j'avais des objets qui étaient très compliqués à retirer. Là, dès que la plaque en verre est froide, normalement, l'objet presque saute tout seul du plateau. Donc le plateau en verre, il faut venir le poser tout simplement et le fixer avec les pinces. En option, on peut mettre sur la campagne Kickstarter, il y a 2 autres types de lits, dont un flexible et magnétique. Clairement, c'est ce que moi je conseillerais de mettre, c'est à mon goût le plus efficace. Le plateau, il fait 240 par 240 et en hauteur, pareil, sur le Z, on a 240. Donc ça fait un cube de 240 mm d'arête, 24 cm. C'est plutôt raisonnable sur une machine aux alentours de 200 €. C'est à peu près dans la moyenne, même si sur certaines machines, on retrouve un Z un petit peu plus haut. Et ensuite, dernière étape, le support de bobine. Donc le support de bobine, vous pouvez voir sur les vidéos et sur la doc qu'il est pas fait pour être installé comme ça. Cette partie-là, normalement, est en support sur le deuxième montant là-haut. Sauf que je me suis aperçu sur les impressions assez hautes. Donc là, c'est ma dernière impression, c'est ce hibou, ou cette chouette, je ne sais plus, voilà, qui mesure pas 24 cm, parce que les 24 cm, donc
Voilà, on le retrouve comme ça, c'est le plateau. D'ailleurs, le plateau, il va pouvoir nous servir de témoin. Donc, en théorie, on est censé pouvoir faire un objet aussi haut que ça. Sauf que là, vous le voyez certainement à l'image, le capteur ici de filament. Donc, on a un capteur de filament. Avant que j'oublie, l'imprimante est également capable de repartir en cas de panne de courant. On y reviendra par la suite. Donc, le capteur de filament, là, il remonte. Déjà, on peut voir que si le filament passait devant, ben, il commencerait à être tordu. Et si on va vraiment jusqu'au maximum du Z, ben, le capteur du filament, il passe entre les deux rails en haut, les deux axes, les deux profilés. Et donc, du coup, bah, ça tord complètement le filament, ça le plie. Donc, moi, j'ai trouvé plus intéressant de mettre la bobine dans ce sens-là, voilà, avec le fil qui tombe directement au-dessus de l'extrudeur. Comme ça, on n'a pas de problème et on peut remonter facilement sur le Z. Et donc, la bobine, hop, petite bobine, voilà, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, de chez Composant, du matériel Z. Là, on est sur une bobine, voilà, je suis en train de faire des nœuds, de tout dérouler n'importe comment. Une bobine de PETG, donc j'ai testé PETG, TPU, PLA, on y reviendra. Sinon, le support de bobine, voilà, il tient pas spécialement bien. J'ai failli faire un carnage. C'est du plastique en injection moulée, mais c'est trop souple à mon goût. Je trouve qu'ils auraient dû mettre un petit truc ici qui vienne le verrouiller. Donc ça, ce serait peut-être un upgrade à faire sur la machine. La documentation s'arrête là. Ils nous disent ensuite de faire un ABL, donc un Automatic Bed Leveling. C'est un équivalent de BL Touch qui est installé dessus, donc c'est pour ça que c'est compatible avec quasiment n'importe quel lit. Un ABL, et voilà. La doc que moi j'ai eue s'arrête là. Ils ont par la suite communiqué aux différents testeurs différentes captures d'écran, que ce soit pour Cura ou pour Simplify, pas que ce soit non, juste pour Cura et Simplify 3D, vraiment les réglages de base, même pas de profil quelconque, hein, c'est comment régler, paramétrer la machine. Chose que toute personne qui a déjà eu une imprimante 3D et utiliser ces logiciels saura faire parce qu'il suffit à peu de choses près d'indiquer la taille du lit. Donc je pense que c'est clairement un point qu'il va falloir qu'ils améliorent, c'est leur communication et leur documentation. Voilà, donc comme ça c'est dit. Avant moi de lancer l'imprimante, j'ai quand même vérifié que l'axe X était parallèle. C'était bien le cas, mais c'est toujours bon à faire. Et donc ensuite, il y a eu qu'à lancer le premier print. Donc le premier print que j'ai fait, voilà, c'est avec leur filament. Je vais vous montrer déjà donc ce premier objet. Hop, encore une fois, voilà, là l'éclairage est un petit peu violent, mais tout est nickel. La première couche est vraiment très belle. Il y aura les photos sur le blog. Première couche sans avoir à jouer du baby step. Donc parce que dans le menu, on a le baby step. Le menu pareil, je vais vous mettre quelques petites vidéos peut-être sur impression pour que vous puissiez voir à quel point il est lisible, fluide et assez intuitif. Et en plus de ça, il est en français. Ça a plu à pas mal de personnes sur le forum. Personnellement, à partir du moment où je l'ai mis en français et que l'option auto-leveling s'est appelée accueil, parce que c'est un O en anglais, pour moi, accueil, je pensais me retrouver à l'accueil du menu et ça ne l'était pas. Donc c'est un petit peu perturbant. Je trouve que dans les domaines comme ça, un petit peu techniques, c'est mieux de rester en anglais, surtout que une grosse partie des docs et des tutos sont faits sur cette langue-là. Mais ça peut aider vraiment à ceux qui ne comprennent pas du tout l'anglais. Au moins, voilà, c'est en français, on s'y habitue en français. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Il y a énormément d'autres langages, je les ai plus tous en tête, on les avait listés dans l'article de présentation de la campagne Kickstarter. Donc ça, c'est un bon point. Donc j'avais lancé l'ABL, ensuite j'ai lancé le print, première couche nickel. Les prints suivants, il y en a pour lesquels j'ai dû jouer du baby step. Donc ça, c'est un bon point. Le baby step est intégré nativement et directement accessible depuis le print. Donc on peut ajouter la première couche pendant qu'on imprime. Mais j'ai eu l'impression que l'offset bougeait en fonction des impressions. Je ne sais pas pour quelle raison. La documentation dit de refaire un ABL une mise à niveau du plateau automatique à chaque fois qu'on lance l'imprimante, enfin qu'on la rebranche, qu'on la débranche et qu'on la rebranche électriquement. J'ai trouvé ça bizarre. Et lorsque je leur ai dit que j'avais à retoucher entre certains prints, ils m'ont dit que c'était bien de, au minimum, refaire un baby step pour avoir vraiment une première couche parfaite entre les prints. Voilà, ça c'est un petit point qu'il va falloir éclaircir, même si globalement c'est très bien à chaque fois. C'est comme si ça bougeait. Pourtant, comme je vous le disais, le châssis, moi, elle était sur mon établi, ça bougeait pas et tout est rigide, il n'y a pas de raison que ça bouge. Donc voilà, petit détail à voir dans le temps. Et donc sur cette première impression, première chose, c'est que déjà quand j'ai allumé la machine et quand j'ai lancé l'imprimante, j'ai trouvé que c'était très silencieux au delta près du Z. Je vous ai mis une vidéo sur le forum. Le Z fait beaucoup de bruit. Alors après, pendant les prints, il se déplace que de 100, bon, peut-être 50, je sais plus, je connais plus la résolution minimum, l'épaisseur de couche minimum, entre 100 et 300 microns, donc ça fait vraiment des tout petits déplacements, on l'entend pas. Mais lorsqu'il bouge,
sur des gros déplacements, là, typiquement pour redescendre et faire le home, il fait énormément de bruit, je trouve. Lorsque j'ai posté sur le forum des photos de la carte mère, parce que j'ai tout démonté et je vous ai tout mis sur le forum pour voir comment c'était à l'intérieur. Remarque très pertinente, ça saute aux yeux en plus de Francis P sur le forum, Francis. Il y a 2 drivers qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes radiateurs. Et en effet, on a des TMC 2208 pour l'axe Y et X. Par contre, pour le Z et pour le moteur de l'extrudeur, on est sur des drivers A4988 qui sont de moins bonne qualité, qui font beaucoup de bruit. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir rechigné là-dessus et de pas avoir mis 4 TMC 2208, voire des 2209 ou un mix 2208 pour l'extrudeur et le Z et des 2209 pour les 2 autres axes qui bougent beaucoup pendant les prints. Après voilà, c'est vrai que l'extrudeur on l'entend pas trop, par contre le Z selon les mouvements on l'entend, mais pendant un print du coup ça s'entend plus. Voilà, c'est un petit détail aussi, voilà, ils ont fait je pense que quelques économies sur quelques trucs et c'est un petit peu dommage. À côté de ça, la ventilation, que ce soit l'alimentation, c'est une Minwell en 24 volts, l'électronique ou que ce soit le head brake ou le blower là, du filament, vraiment tous les ventilos sont très raisonnables et ne font pas beaucoup de bruit. Et l'alimentation, vu que c'est tout ouvert ici, elle se coupe très régulièrement, donc on l'entend pas tout le temps. Ça va vraiment dépendre, je pense, de s'il y a besoin de réchauffer un petit peu le lit ou réchauffer l'extrudeur, la buse en fonction des PID. Mais c'est vrai qu'il a tendance à s'étendre assez régulièrement, donc ça c'est plutôt cool. En parlant de PID et de chauffe, j'ai trouvé l'ensemble. Pour lancer un print, je fais d'abord le lit, 60 degrés en PLA, et ensuite une fois qu'il a atteint sa température, je lance la buse. Et il y a bien 4-5 minutes d'attente avant que les deux soient à température, 60 degrés et 200 degrés. C'est dans la moyenne haute des machines que j'ai eues habituellement. La i5 chauffe plus vite et l'Obsidian chauffait plus vite aussi de mémoire. Donc voilà, après on peut bricoler, ce que j'aime bien faire aussi c'est lancer un print de la buse à 150 en même temps que je chauffe le lit et ensuite quand le lit est terminé, je rechauffe la buse à 200. Donc, on peut gagner quelques secondes voire quelques minutes mais il faut le savoir malgré en 24 volts, là sur cette machine là ça met un petit peu de temps à chauffer. Et donc pour en revenir au bruit, c'est vrai que les drivers Y et X ne font absolument aucun bruit. Petite particularité de cette machine là, c'est que là on est sur un rail linéaire pour le X. Là, on peut avoir peut-être l'impression un peu qu'il fait du bruit avec le micro, mais clairement, les déplacements sur cet axe-là sont très très silencieux. C'est clairement plus silencieux que toutes les machines que j'ai pu avoir. Par contre, le Y, lui, il est sur 2 tiges, une de chaque côté, donc le lit est très stable et on a 4 jeux de roulement. Je ne sais pas si on va l'entendre à la caméra. Ça fait du bruit. Alors, sur des petits mouvements, ça va. Sur des gros mouvements de travel sur un print, on l'entend. Ça a tendance à grogner. Donc voilà, ça faut le savoir. Et comme toute la machine est en dur, quand je vous l'ai dit là pour la mise en route, habituellement je vous dis il faut régler les excentriques, vérifier tout ça, les vis, la visserie. Là tout est en dur, il n'y a rien à ajuster. Sur le long terme, je pense que c'est bien, mais ça a tendance un petit peu à rentrer en résonance. Sur certains mouvements, j'ai remarqué que les caissons avaient tendance un peu à vibrer. Je vous ai mis des photos sur le topic, encore une fois, du forum. J'insiste, mais il faut aller le lire si vous voulez avoir un test complet et détaillé. J'ai mis des petites cales en mousse entre les profilés et les carénages. Et par moment, j'ai encore des bouts de carénage qui se mettent à vibrer, qui font des petits bruits. C'est pas gênant, mais on les entend. Et pareil, sur l'extrudeur d'ailleurs, donc on est sur un direct drive, vous l'aurez peut-être déjà vu, vous l'avez peut-être remarqué. Direct drive, quand il disait full metal, c'est toute la conception. Ici, il n'y a pas une seule pièce qui est imprimée en 3D. Le seul plastique qu'il y a ici, c'est le ventilateur et voilà le capteur de filament. Vraiment, tout est en dur. Donc l'extrudeur aussi. Et voilà, donc comme je vous le disais, est-ce que ça va dans le temps pas générer un petit peu de vibration, des vis qui se dévissent. Voilà, il va falloir vraiment contrôler un petit peu comment ça se comporte. J'ai pas encore beaucoup de recul là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une architecture qui est quand même sympa à découvrir et qui pour le coup, normalement est relativement précise puisqu'on n'a pas de jeu. Tant que je parle de l'extrudeur, avant d'oublier, voilà, il disait que c'est du full metal sur la campagne Kickstarter, mais attention, le guide du filament, c'est pas du full metal, on a encore du PTFE qui vient jusqu'à la buse. J'ai eu aucun problème pour imprimer, j'ai imprimé je crois à 220 les prints en PETG, mais il faut le savoir. Perso, moi je vous l'ai déjà expliqué sur l'Obsidian pourquoi j'en suis pas fan. L'Obsidian, je l'ai passé en full metal, non en bimétal pardon, sur le head brake. Je pense que si je garde cette machine, je ferai pareil. Même si, encore une fois, là j'ai fait tous les prints en stock. Je n'ai rien changé sur la machine à part les petits blocs de mousse là pour éviter quelques vibrations. Et donc l'extrudeur, j'ai pas eu l'occasion de le démonter.
L'insertion du filament est très simple, très efficace. On peut le faire soit avec la molette, soit avec le menu feed in, feed out. Le feed out, comme d'habitude, je le fais à la main pour éviter que le filament chaud remonte et fasse un bouchon dans le head brake si jamais la fonction feed out est trop courte. Par contre, petit détail, je leur ai posé la question d'ailleurs, aucune vis de réglage de tension de Lidler, là, de la roue qui vient pincer le filament pour l'entraîner. Ça c'est dommage, si le ressort vient à perdre un peu de sa force dans le temps, bah, on va avoir un mauvais entraînement du filament. Et là aussi, j'ai l'impression qu'ils ont fait un petit peu d'économie puisqu'on est sur voilà, c'est du métal, mais sur un simple entraînement. On n'est pas sur un type BMG ou MRA. Moi, clairement, je pense qu'une machine comme ça, si je la gardais, même si l'extrudeur, franchement, c'est vrai qu'il fonctionne bien. Il est tout petit, tout léger, tout en métal. C'est silencieux, ça se déplace bien. Mais depuis le temps que je veux, j'aimerais bien mettre une tête de type E3D MRA. C'est vraiment un extrudeur qui me fait de l'œil. Mais voilà, celui-ci fonctionne très bien et vous allez voir que les prints sont vraiment clean. La buse est protégée par ce qu'on appelle une chaussette en silicone. Tout est propre, tout est efficace. Voilà, je crois que c'est un petit peu long. Avant de faire une conclusion, je vais vous présenter quand même, je vais vous montrer un petit peu toutes les impressions que j'ai faites. Donc j'ai commencé par vider la bobine de PLA blanc qui était fournie, donc 200 grammes. J'ai fait le gros cube. Les codes sont bonnes sur le cube, il n'y a pas de détails, il n'y a rien à signaler. Vraiment, la dernière couche est propre, la première couche l'est aussi, tout est bien. Ensuite, sur la carte SD, j'ai imprimé donc le fameux torture test de Kickstarter. Donc là, toutes les pointes, c'est moi qui les ai cassées encore une fois en le déplaçant. Il y a un léger stringing. Ce qui me choque le plus sur cette impression-là, c'est les pointes qui sont pas hyper lisses. Mais encore une fois, là, je pense que c'est lié au fait que comme le stringing, c'est peut-être un petit peu sur extrusion. Mais sinon, voilà, le bridging est nickel. Il n'y a pas de résonance, de vibration sur les côtés. Voilà, la mise au point est pas facile avec l'éclairage et le blanc. Les overhang, là, les parties en porte-à-faux sont nickel. Il y a un tout petit peu ici de filament qui pendouille, mais globalement, là, c'est une très bonne note sur le KKS, là, le test de KKS. Je l'ai pas fait la note, mais les écritures sont propres sur le dessus. En termes de tolérance, on est bon jusqu'à 0,2. Et le 0,2, il suffit que je force un petit peu. Voilà, je le fais. Les autres, je les ai enlevés. Il sort. Alors que les autres sont tombés tout seuls. Quasiment tout seuls. Donc voilà, le torture test est vraiment bon. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Hop. Ensuite, pour voir le stringing, donc là, on a les cônes qui sont un peu plus espacés. PLA, 0 stringing. D'ailleurs, je l'ai fait après d'abord. Ça, c'est le cube que j'ai imprimé avec un profil Simplify 3D que j'ai fait moi-même, qui ressemble à peu près à tous les profils que j'utilise de toutes les machines. Le blanc, c'est pas facile à la vidéo, hein, donc je vous incite vraiment à aller voir les photos sur le forum et sur le blog lorsque j'aurai eu le temps de rédiger l'article sur le blog. Et donc, une fois que j'avais un profil correct, validé avec ce petit cube, j'ai fait un test de stringing. Et donc là, on peut voir qu'il n'y en a absolument pas. Voilà, c'est vraiment nickel de chez nickel. Et là, les cônes qui sont moins fins, pardon, un peu plus épais que le torture test, et pareil, les pointes sont plutôt propres, plutôt clean. C'est un beau print, belle première couche. Voilà. Ensuite, j'ai fait un gros test de bridging, le même modèle que j'avais fait sur la petite X1 de chez Easy3D, mais à échelle du bed de la Tycoon. Et là, pareil, c'est assez énorme. On fait des gros pontages quasiment parfaits. Ça manque un chouïa de remplissage, vous verrez sur les photos, mais la pièce est vraiment clean. Les bords là arrondis, pareil, sont quand même super bien. Voilà, le bridging, ça prouve que cette tête d'impression là, elle est efficace. En tout cas, la ventilation, je pense qu'elle mériterait quand même un tout petit conduit qui envoie vers le bas l'air, parce que là, j'ai l'impression que ça souffle droit sur le corps chaud, sur le bloc de chauffe. Mais en tout cas, on a très peu de stringing et les porte-à-faux sur se font très bien. J'ai imprimé le gros mashup cube que peu d'imprimantes réussissent correctement à pleine échelle. J'ai vidé la bobine en cours. J'ai remis du PLA blanc pour finir. Donc quand il n'y a plus de filament, elle s'est mise en pause. Elle se met sur le côté. Par contre, elle reste à température. Donc le filament qui reste, puisque du coup le capteur s'arrête là, donc du coup quand il reste quand même du filament dedans, quelques centimètres, pas beaucoup, mais il en reste quelques-uns. Donc ça chauffe là-dedans. Il faut faire attention quand même si on sait qu'on n'a pas beaucoup de filament
de quand même un petit peu surveiller. Et donc le cube à pleine échelle, sans support, et bah il est vraiment nickel. Donc là on peut voir le dessous que ça pendouille un chouïa, mais les côtés, voilà, ça c'est la dernière couche. On voit pas le changement de filament. Encore une fois, ici les porte-à-faux sont nickel. Voilà, les différentes faces du cube. Et celle-ci avec les écritures. La pyramide inversée à l'intérieur, juste au-dessus du dôme. Une superbe impression. Voilà, encore un torture test pour lequel la machine s'en sort super bien. Rien à dire là-dessus. Et le dernier, ah oui, avant de faire ça et de vider le filament, ouais, j'ai pas l'ordre, hein, mais j'ai fait un objet qui était sur la carte SD. Un petit bonhomme, je sais pas de quel dessin animé ça sort, mais il est aux couleurs de Kiwoo. Donc on a le logo sur le devant et on a marqué Kiwoo 3D sur l'arrière. Donc il a été imprimé sur le dos, vous allez voir, donc avec beaucoup de support. Hop, donc l'écriture est un petit peu bouchée, mais c'est clean pour une là parce que là, voilà, tout ça ici, cette partie-là a été faite avec des supports, alors que le dessus, vous voyez la dernière couche, elle est plutôt cool. Vraiment tous les détails, la pièce est top. Le dessous, il n'y avait pas même pas de jupe, de skirt imprimé à même comme ça. Bah non, il n'y a pas de jupe, pas de skirt, forcément c'était pas sur les pieds. Je peux dire des bêtises aussi. Et donc voilà, le petit bonhomme c'est super bien fait. Ensuite, j'ai essayé du PLA de chez Stronger Hero 3D. Stronger, du coup, j'ai imprimé un Hulk. Celui-ci, tous les prints, je les ai fait à 200 microns, sauf celui-ci. Hop, je vais vous le montrer. Il est quand même super clean. Bon, c'est du 160 microns. Hein. Première couche. Voilà. Là, il y avait un peu de support sous les bras. J'ai pris le modèle avec déjà les supports déjà faits. Donc, c'est pas les supports de mon trancheur. Donc voilà, ça fait un peu, ça ressemblait à des supports d'imprimante 3D SLA, mais ils disaient que c'était pour le FDM. Ils n'étaient pas faciles à retirer, donc ça a laissé quand même pas mal de marques. Et on peut voir sur la tête, je sais pas si vous l'avez vu, là, une espèce de cicatrice autour des cheveux. Ça passe presque bien pour le bonhomme, mais en fait, en bricolant dans mon garage, j'ai débranché la multiprise qui alimentait la machine. Et du coup, le print s'est arrêté. Je l'ai relancé et il a repris sans problème, mais il a repris, je dirais, quelques couches en dessous. Donc du coup, avec la chaleur, il est venu écraser la couche qu'il avait déjà faite et c'est pour ça que ça déborde. D'ailleurs, ça me fait penser que avant ça, j'avais déjà testé la fonctionnalité de reprise sur panne et elle avait échoué. Je l'ai signalé à Kiwoo en leur expliquant, j'ai refait le test parce qu'en fait c'est tout bon, hein, j'avais rendez-vous avec Linky à un midi. Ils se sont pointés à 10h30, j'avais un print qui aurait dû être fini avant 10h30, il ne l'était pas. Et du coup, j'ai été contraint d'éteindre la machine et je me suis dit que ça allait faire un test de reprise sur panne. Quand il a rebranché, on était dans mon garage et là on a entendu un gros bruit. Même lui, il s'est demandé ce que c'était. Et bah, l'imprimante, je sais pas, elle avait perdu la tête, ne savait pas où elle était. Et elle butait en fin de course, même côté end-stop, comme si les end-stop déjà ne l'arrêtaient plus. Et elle savait plus où elle était, donc le print était cuit. Du coup, Kiwoo m'a envoyé un nouveau firmware pour corriger ce problème-là. Et le problème était bien corrigé puisque j'ai pu imprimer ce Hulk avec une panne de courant. Donc voilà, ils sont assez réactifs, en tout cas là dans cette phase entre guillemets de développement. Le firmware, il est à mettre sur la carte SD. On a un gros fichier de conf de Marlin où on peut modifier plein de paramètres. Donc il faut penser à y remettre son offset, ses PID si on les a changés. Et là encore une fois, manque de doc, de communication. Dans ces paramètres-là, ils n'avaient pas inversé l'axe Y, la direction de l'axe Y. Donc quand j'ai lancé mon premier homing avec ce firmware-là, bah, le Y est parti à l'opposé du end-stop et donc il n'a pas trouvé de end-stop, il n'a pas fini son homing et encore une fois, il butait avec un bruit pas possible en fin de course. Le temps qu'il me réponde, j'ai trouvé moi-même la solution. Dans le fichier de conf, c'est bien fait, c'est du Marlin classique. Et donc voilà, donc c'est pratique, mais encore une fois, on en revient sur leur côté un petit peu documentation. Va pas falloir qu'ils oublient qu'ils vendent pas des machines à des ingénieurs, mais vraiment à n'importe qui et beaucoup de particuliers à mon avis à ce prix-là. Voilà, tout ça pour en revenir au firmware. Ah oui, il y a une fonctionnalité pendant que je pense au firmware, c'est le Wi-Fi. Je l'ai pas testé parce que j'aurais dit, je peux pas rentrer ma clé sur l'écran, il y a que 16 caractères. Donc c'est une limitation connue et on peut pas a priori la bypasser. Par contre, dans le fichier de configuration, on peut mettre le SSID du Wi-Fi et une clé qui peut aller pour le coup jusqu'à 60 caractères. Je l'ai pas reflashé. En plus de ça, ça ne fonctionne a priori qu'avec Cura. Et ils ont fait une vidéo de présentation et de documentation de la fonctionnalité Wi-Fi. Donc je vous invite à la regarder. Je vais vous la mettre en petite fiche
quelque part là en haut à droite ou à gauche de l'écran. J'y reviendrai sûrement sur le forum et peut-être entre temps, si j'ai le temps avant de faire la conclusion sur le blog, mais je vous en reparlerai en tout cas. Mais voilà, il faut savoir qu'elle a le Wi-Fi. Encore une fois, remarque pertinente de Francis, est-ce qu'on va pas avoir des problèmes de couverture avec le carénage métallique autour? Voilà, après ça va dépendre de où est-ce qu'on habite, mais je pense que dans un appartement ou dans une maison, il n'y a pas besoin d'un gros débit. À partir du moment où on a le signal avec pas trop d'affaiblissement, ça devrait le faire. Après, j'ose espérer que le G-code n'est pas envoyé en live, mais que le STL est poussé, ou pas le STL, le G-code est poussé sur la... Ah ouais, sur la mémoire? Non, je sais pas. Ouais, je sais pas comment ça fonctionne, va falloir voir. Et de mon côté, j'aimerais bien voir aussi si on peut connecter une imprimante 3D Wi-Fi à un Octoprint, puisque j'ai un Octoprint qui tourne à la maison, qui gère un USB MX1, mais s'il peut gérer une autre machine en Wi-Fi, ce serait top. Donc voilà, là je vous ai parlé donc panne de filament, on a vu, panne d'alimentation, flash du firmware, le Wi-Fi. On va pouvoir reprendre les prints. Donc ensuite, après avoir fait ce gros bonhomme en PLA, j'ai attaqué le TPU. Premier print en TPU, ça a été pour voir s'il y avait besoin de rétractation. J'en avais mis 2,5 déjà de base, ce qui est pas mal en direct drive et surtout avec du TPU. On peut voir que même avec des cônes espacés, on a un petit peu de stringing. Rien d'alarmant. Après, encore une fois, voilà, on a une première couche qui est vraiment très très clean. L'objet en lui-même est nickel. Un petit peu de stringing. Après, ce que j'ai fait pour tester le TPU, c'est que j'ai imprimé un objet qui ne nécessitait pas de support, juste pour voir voilà, la qualité. Et comme vous pouvez le voir, moi j'adore le TPU, hein, c'est un peu comme le PTG, ça se chauffe bien, ça fond bien, les couches même à 200 microns sont très clean. Alors là c'est du TPU rouge transparent de chez SaintSmart, hein. Donc c'est pour ça qu'on voit le remplissage en dessous, même le dessus. Hop, s'il fait la mise au point, très très beau print et forcément c'est du TPU. Hop, il est tout mou, la pieuvre est toute molle, pas de jupe, pas de skirt, aucun problème d'accroche, de retrait de l'objet, vraiment nickel. Et ensuite, après avoir testé le TPU, j'ai voulu tester le PETG. Donc comme d'hab, je commence à tester mes profils avec un petit cube de calibration, peut-être un chouïa de surextrusion, mais globalement, voilà, le cube est vraiment pas mal. Au cote, à peu de choses près, je crois que c'est 1,9 cm sur deux côtés et tout pile deux sur un autre. Donc voilà, ça c'était nickel. Le PETG passe bien. Comme j'avais remarqué un petit peu, j'ai l'impression que la sonde annonce une température un petit peu plus basse que ce qu'elle est réellement. Le PLA, j'ai fait des essais à 185 degrés, ça passait. J'ai fait quasiment tous mes prints à 195. Donc le PETG qui est conseillé, je crois, il indique 230 à 250 degrés. Je l'ai imprimé à 220 sur les deux premières couches et ensuite 215 sur le reste. Et voilà, vous pouvez voir le gros hibou. Zéro post-traitement, zéro support. Donc, des couches, on est sur du 200 microns. Voilà. Il est vraiment très très joli. On peut voir aussi donc le dessous là. Hop. Donc ce filament là, la première couche. Est-ce qu'il veut faire la mise au point? Voilà. Il y a un petit coin, on peut voir, où le filament a verbiqué. C'était le tout début du remplissage. Pour le reste, ça s'est fait nickel. Aussi, on peut voir là, les côtés qui simulent un peu le bois, qui ont été faits sans support, mais qui sont passés super bien. Voilà, le print est nickel. Donc, clairement, l'imprimante, elle est efficace. Voilà, ça va être on va attaquer la conclusion là-dessus. Les prints sont super propres. La machine en elle-même, ça change, ça fait plaisir. C'est quelque chose qui fait vraiment bien fini. Il n'y a pas de plastique, c'est que du métal. J'ai pas abordé les deux poignées là de transport qui permettent de la déplacer. Là, c'est cool. On a vu comme c'est rigide. Normalement, si on la déplace, même s'ils disent de refaire un ABL régulièrement, ABL, auto-bed leveling, elle est très rigide. Aussi, je vous ai pas dit, donc l'axe Z, il est sur deux tiges qui, comme l'axe Y, sont fixes avec un roulement de chaque côté. Et on a les deux tiges filetées qui permettent de monter et descendre. Donc la barre X sur l'axe Z justement. Là, pas question d'aller y mettre les mains comme j'aime bien faire pour pour tourner avec les coupleurs. D'ailleurs, on est sur des coupleurs élastiques parce que déjà les deux axes ne sont pas synchronisés par une courroie. Et en plus de ça, il y a de la graisse. Et ça, c'est un point que j'ai pas détaillé. Donc il y a de la graisse sur les deux axes Z, il y a de la graisse sur tout l'axe X et il y a beaucoup de graisse aussi sur les deux tiges Y.
Donc, il faut faire attention où on laisse traîner ses doigts. Deux petits points aussi que j'ai pas abordé, le lecteur de USB et de cartes qui sont sur le côté. Ça aurait été plutôt pratique, je trouve, de les avoir au niveau de l'écran en façade. Pareil, donc le cordon d'alimentation, il part derrière, donc ça c'est pratique. Par contre, on a le bouton d'extinction et d'allumage qui est derrière. C'est pas pratique d'aller le chercher et en cas de panique, pareil, faut le trouver. Donc j'aurais trouvé ça plus pratique de le mettre devant. Mais ça aurait impliqué sûrement, je pense, parce que c'est des blocs IEC avec fusibles qui sont d'une pièce. Donc on ne peut pas séparer la prise du bouton d'alimentation. Après, on peut toujours le faire si on a envie de faire, mais je pense que derrière, au montage, voilà, en chaîne d'assemblage et à l'achat, on commence à tirer les prix vers le haut. C'est vrai que là, la machine, elle a un châssis, ça va être le gros point positif de cette machine, et à la fois l'interrogation sur le long terme, c'est que c'est clairement ultra rigide. J'ai jamais vu aussi rigide de tout point de vue. Donc voilà, la machine est très rigide, on est sur du direct drive, c'est assez efficace. Comme je vous le disais, les petits points noirs pour moi, c'est les drivers qui sont pas tous en TMC 2208, voire mieux, surtout d'avoir mis des 4988. Voilà, c'est dommage. Et ensuite, l'extruder donc qui n'est pas en dual gear, à double entraînement. Ça aurait fait d'elle vraiment une machine très moderne et très complète, sachant qu'elle embarque déjà du Wi-Fi. Elle est en français, voilà, les menus français aussi, donc ça va plaire à un certain type de personnes, d'utilisateurs. Je crois pas avoir oublié quoi que ce soit, j'ai rien à ajouter. La vidéo, encore une fois, qui est une vidéo un petit peu blabla, va commencer à durer un peu longtemps, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si ça vous a plu. Même si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans l'espace commentaire ci-dessous, ça fait toujours plaisir. Pareil, si vous n'êtes pas abonné et que les quelques vidéos que j'ai faites vous plaisent, n'hésitez pas à le faire. Ça va nous aider à faire grandir la chaîne et à nous motiver à fournir un peu plus de contenu. Et sur ce, je vous encourage encore une fois, je radote un peu, à aller consulter le topic sur le forum, l'article sur le blog dès qu'il arrivera, je le mettrai dans la description de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour lesimprimantes3d.fr.